Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument. Ouais, un classique absolu de la persuasion. C'est ça, le fameux livre The Adweek Copywriting Handbook de Joseph Sugarman. Et je suis vraiment ravée qu'on aborde ce sujet parce que pour situer un peu le personnage pour notre auditoire, on parle d'un homme qui a vendu des millions de paires de lunettes Blue Blocker, Les fameuses lunettes. oui, et un avion à 240 000 dollars Ouais, et même un manoir à 6 millions de dollars. c'est quand même incroyable. Surtout quand on pense au fait qu'il a accompli tout cela uniquement grâce à la force de sa plume. En utilisant de simples annonces imprimées. Exactement. Je veux dire, quand on sait à quel point c'est galère de revendre un simple canapé d'occasion sur Internet. Réussir à vendre un avion par correspondance, ça donne une petite idée du niveau de maîtrise du gars. C'est un palmarès qui force le respect. Et c'est exactement pour cela que cette analyse s'adresse à un public très large. Pas juste aux spécialistes du marketing. Non, pas du tout. C'est vraiment pour ceux qui connaissent déjà un peu les rouages de la communication, bien sûr, mais aussi pour quiconque est animé par une curiosité intellectuelle quant à la psychologie humaine. Parce que les leçons de ce livre sont inestimables. Absolument. L'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de faire un simple résumé scolaire linéaire. On va plutôt essayer de décoder les ressorts psychologiques profonds de la persuasion écrite. Comprendre ce qui se passe dans notre tête, en fait. Voilà. Comprendre les mécanismes presque biologiques qui s'activent dans l'esprit humain face à une offre irrésistible. Et c'est vraiment toute la problématique de cette œuvre. Comment de simples mots alignés sur une feuille de papier ou sur un écran peuvent-ils avoir ce pouvoir, Le pouvoir de convaincre quelqu'un. oui, convaincre un inconnu à des milliers de kilomètres de se séparer de son argent durement gagné? On a souvent l'impression que c'est de la magie ou un don inné. Alors que Sugarman démontre qu'il s'agit plutôt d'une ingénierie psychologique ultra précise. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est crucial de noter que Sugarman rappelle d'emblée qu'il a d'abord connu d'innombrables échecs, des échecs cuisants. Oui, il en parle très ouvertement. Il fait une comparaison brillante avec le légendaire joueur de baseball Babe Ruth. Ah oui, cette métaphore est super. Babe Ruth, mondialement célébré pour ses coups de circuit, les fameux home runs. Mais ce qu'on retient moins souvent, c'est qu'il détenait aussi à la même époque le record du nombre d'éliminations. Les strikeouts. C'est ça. Et les échecs de Sugarman ont été son propre laboratoire. Ça lui a coûté des millions de dollars, bien sûr, mais ça lui a forgé une expertise empirique inégalée sur le terrain. Bon, décortiquons tout ça. Pour quiconque baigne déjà dans le milieu, on sait que chaque élément d'une page doit justifier sa présence. Chaque détail compte. Mais Sugarman pousse ce concept à un extrême presque déroutant. Quand on regarde une annonce publicitaire classique, la logique voudrait que le logo serve à asseoir la marque. Que la photo montre le produit, Voilà, sous son meilleur jour, et que le gros titre annonce l'offre. Eh bien, l'auteur balaye complètement cette répartition. il l'a détruit littéralement. Totalement. Selon lui, quel est le véritable but d'un logo, d'un titre ou d'une image ? La réponse est d'une simplicité désarmante. Et pourtant, c'est un changement de paradigme total. Leur unique but, absolument le seul, est de faire lire la toute première phrase du texte. Rien d'autre. C'est radical. Vrai radical. Tout l'attirail graphique, le choix de la typographie, les couleurs, tout converge vers ce goulot d'étranglement. Si l'élément graphique ne pousse pas l'œil vers cette première phrase, il a échoué. Il ne s'agit pas de faire de l'art, en fait. Non. Il s'agit de capter une attention extrêmement volatile. Et cette fameuse première phrase, c'est doux un poème. Elle est vitale. L'auteur insiste lourdement sur le fait qu'elle doit être courte, vraiment très courte, parfois 3 mots, genre perdre du poids ou l'heure est grave. Juste pour faire lire la deuxième. Exactement. Son seul et unique but est de faire lire la deuxième phrase. Il utilise l'analogie de la locomotive. Elle est très parlante, cette analogie. Au démarrage, une locomotive demande une énergie monumentale pour faire bouger les roues de seulement quelques centimètres. Il y a une friction énorme. Mais une fois qu'elle est lancée, qu'elle a pris son élan, son inertie est telle que plus rien ne l'arrête. Le début d'un texte persuasif doit agir exactement de la même manière, Abaisser la barrière à l'entrée. au strict minimum. Ce qui est fascinant ici, c'est que cela nous amène au concept central, presque obsessionnel, de l'œuvre de Sugarman. Le slippery slide. Le toboggan glissant. Oui. L'idée est de créer un environnement de lecture tellement captivant, tellement fluide et sans friction que la personne ne peut littéralement plus s'arrêter. Elle glisse. Elle s'assoit au haut du toboggan avec cette première phrase courte et la gravité psychologique l'entraîne irrémédiablement jusqu'à la fin du texte, jusqu'à l'appel à l'action.
Pour illustrer ce fameux toboggan glissant, il raconte cette anecdote incroyable avec le rameur d'appartement. Ah, l'histoire du rameur. C'est fou. Il devait vendre un rameur, un produit, soyons honnêtes, profondément ennuyeux. Assez classique, oui. Au lieu de faire comme tout le monde et de parler de rythme cardiaque ou de perte de poids, il commence en racontant l'histoire d'un comptable, un certain George Johnson. Condamné pour fraude fiscale. Condamné à 7 ans de prison, oui. Il explique comment ce type falsifiait les chèques. Quand on lit ça, on est complètement happé. On veut savoir la suite. Mais surtout, on se demande quel est le rapport absolu avec un rameur d'appartement. C'est ça les graines de curiosité. Il parsème son texte de ses graines et le lecteur glisse sur le toboggan jusqu'à découvrir bien plus bas que le comptable utilisait ce rameur pour garder la forme en prison. C'est d'une audace folle. C'est très audacieux. Mais surtout, ça repose sur des mécanismes neurologiques profonds. C'est l'effet Zeigarnik en psychologie. L'effet des boucles ouvertes. Exactement. Le cerveau humain déteste les mystères non résolus. Ça crée une vraie tension cognitive. Au lieu d'assommer les gens avec des caractéristiques techniques, il crée un mystère. En plantant ces fameuses graines de curiosité. Des phrases comme « mais ce n'était que le début » ou « ce que j'ai découvert ensuite m'a choqué », il force presque biologiquement la personne à continuer. Le cerveau réclame sa dopamine. Lié à la résolution du mystère, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour oser écrire ce genre de choses, pour commencer la vente d'un équipement sportif par une histoire de fraude fiscale, il faut s'affranchir de beaucoup de choses. Des contraintes supposées, Oui, il raconte cette histoire très visuelle de l'éléphant de cirque. qui est très connue d'ailleurs. Quand l'éléphant est tout petit, on l'attache à un lourd piquet en fer. L'animal tire, mais il n'y arrive pas, c'est trop lourd. Il apprend qu'il ne peut pas s'enfuir. Voilà. Des années plus tard, l'éléphant pèse plusieurs tonnes. Il est adulte et musclé. Et il est attaché à un minuscule piquet en bois, Qu'il pourrait arracher sans effort. d'un simple mouvement de patte. Mais il ne le fait pas. Il est prisonnier de sa croyance passée. Il est persuadé qu'il ne peut pas bouger. L'auteur compare ça au casse-tête des 9 points. La seule solution pour relier les points, c'est de sortir du carré imaginaire que notre cerveau a créé. Et ces limites mentales invisibles brident la créativité. Surtout en marketing. On s'impose des règles qui n'existent pas. Les rédacteurs se disent « il ne faut pas raconter une histoire policière pour vendre un article de sport ». Ou il faut un ton corporatif pour du matériel de bureau. Sugarman prouve que si on brise ces chaînes invisibles, si on arrache le piquet en bois, on accède à un niveau de persuasion supérieur. Parce qu'on surprend le cerveau. On surprend le cerveau qui s'attendait à un discours formaté. Si l'on relie ça à une vision plus globale, cette liberté créative sert un but psychologique très précis. Créer l'environnement d'achat idéal. Un espace cognitif sans friction, oui. Sugarman insiste sur l'importance d'instaurer un climat de confiance absolue. Il faut faire dire oui mentalement au prospect tout au long de sa lecture, Qu'il hoche la tête. qu'il soit en harmonie. Et l'arme le plus puissante pour ça, c'est l'honnêteté brute. Ah oui. Et quand on dit honnêteté brute, son approche est radicale. Il ne fait pas que dire la vérité. Il expose ses failles. Délibérément. Il avouait les pires défauts d'un produit dès les premières lignes. Il y a cet exemple mémorable où il offrait une réduction de 10 $ pour chaque faute d'orthographe ou de grammaire trouvée dans son propre texte. C'est du génie. Et il précisait que certaines étaient intentionnelles, mais que d'autres non, parce qu'il avouait être mauvais en orthographe. Il se mettait à nu. Mais attends une seconde. Offrir 10 $ pour chaque faute dans une publication nationale, ça frôle le suicide commercial, non ? Ça en a tout l'air. Ne franchit-on pas la ligne entre honnêteté rafraîchissante et incompétence totale ? Ça ferait fuir n'importe qui. C'est une excellente objection. Et c'est précisément ce qui rend cette stratégie si brillante. En apparence, c'est un risque énorme. Oui. Mais psychologiquement, c'est l'effet Pratfall, l'effet de la gaffe. Ah oui, je vois. Lorsqu'une personne perçue comme compétente commet une erreur ou avoue une vulnérabilité, elle devient instantanément plus sympathique et digne de confiance. C'est un paradoxe. Un paradoxe redoutable. En exposant un défaut, on désarme totalement l'esprit critique de l'acheteur. Dans un monde saturé de promesses publicitaires exagérées, l'imperfection devient la preuve ultime d'authenticité. Dit, ce vendeur est si transparent sur ses défauts, le reste doit être vrai. Exactement. Cela renforce massivement la crédibilité globale. Et pour l'exemple des fautes d'orthographe, ça incite à lire chaque mot avec une attention extrême. Ça enfonce la personne dans le toboggan glissant. Encore plus profondément. C'est machiavélique de subtilité. Une autre grande leçon de cette exploration, c'est l'art de manipuler la complexité, de rendre l'ennuyeux fascinant. L'histoire de la montre Swiss Army est parfaite pour ça. Sur la simplicité, oui. Sugarman voulait lancer ce produit aux États-Unis. Les Suisses lui présentent 9 modèles différents. Hommes, femmes, enfants,
en rouge, noir, kaki, Il voulait tout mettre dans la même publicité? pour plaire à tout le monde. C'est logique. Pourtant, Sugarman a refusé. Il a pris le risque de tester avec un seul modèle noir pour hommes. Pourquoi s'amputer d'une partie de sa clientèle? Parce que son intuition était juste. C'est le paradoxe du choix, ou la loi de Hick en ergonomie cognitive. Le cerveau cherche à économiser son énergie. Toujours. Face à 9 options, le processus décisionnel devient atrocement lourd. On doit évaluer chaque option, peser le pour et le contre. Anticiper le regret d'avoir pris le mauvais modèle. C'est la fatigue décisionnelle. Face à cette charge, le cerveau fuit l'équation pour arrêter de brûler du glucose inutilement. Donc on n'achète rien du tout. Offrir trop de choix tue littéralement la vente. En réduisant l'offre à un seul produit clair, Sugarman a éliminé la friction décisionnelle. C'est devenu binaire. Je la veux ou je ne la veux pas. La simplicité fait vendre. C'est clair. Mais là où ça devient vertigineux, c'est sa règle sur la gestion de la complexité. Rendre un produit simple très complexe. Oui, si un produit est complexe, comme un ordinateur, on le présente simplement. Mais s'il est banal, il faut le rendre complexe. Il donne l'exemple de Frank Schultz qui vendait des pamplemousses du Texas. Des simples pamplemousses. Il n'y a rien de plus banal, mais dans son texte, Schultz décrit le processus de culture, les variations de température au demi-degré près, la composition minérale de la terre. Avec des détails techniques ahurissants. Il a pris un fruit de supermarché et par la magie de la complexité narrative, il l'a transformé en une denrée rare, précieuse. Presque issu d'une recherche scientifique, c'est une technique de positionnement magistral. On augmente la valeur perçue. On ne vend plus un fruit, on vend l'aboutissement d'un processus rigoureux d'excellence. Et une autre technique abordée, c'est la capacité à résoudre les objections avant même qu'elles n'apparaissent consciemment. Ça m'amène à l'un de mes passages préférés, l'idée d'utiliser le malaise comme un levier. L'exemple des débuts de Victoria's Secret. Par Barbara Dunlap. Oui, elle devait rédiger une publicité pour de la lingerie. La cible, c'était les hommes. Des hommes qui voulaient faire un cadeau. Un exercice difficile. Très difficile, parce que les hommes sont généralement terrifiés ou embarrassés à l'idée d'entrer dans une boutique de lingerie féminine. Au lieu d'ignorer ça, elle a mis les pieds dans le plat. Elle en a parlé directement. Dès le début, elle a avoué que c'était embarrassant, que les hommes se sentaient ridicules, et boum, immédiatement après, elle apporte la solution idéale. Un catalogue par correspondance pour choisir en toute intimité. Cela soulève une question importante sur la manière dont on traite les émotions de son audience. Oui, oui. Elle a dissipé une dissonance cognitive. Totalement. L'homme veut acheter le produit, mais l'acte lui crée de l'anxiété. S'il n'y a pas de soulagement de cette anxiété, il n'y a pas d'achat. En nommant l'éléphant dans la pièce, elle crée un lien d'empathie massif. Le lecteur se dit « enfin quelqu'un qui me comprend ». C'est aussi lié à un autre principe. L'écriture persuasive ne doit jamais prendre la personne qui lit pour un idiot. Oui, comme dans un bon film à suspense. Sugarman fait cette comparaison, oui. Si le réalisateur explique tout, on s'ennuie. Si l'intrigue est prévisible dès les 5 premières minutes. En revanche, si l'on laisse le cerveau du spectateur faire un peu de travail pour deviner la suite, ça crée un puissant sentiment de satisfaction. En rédaction, c'est pareil. Il faut engager mentalement la personne, lui fournir les éléments clés, mais la laisser tirer ses propres conclusions. Quand le cerveau relie les points par lui-même, la personne se sent intelligente. Et cette émotion positive sera associée au produit. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la pratique SSG? Comment appliquer ces grands principes face à la page blanche? L'auteur propose une approche très pragmatique. L'incubation. Mais pour être l'avocat du diable, aller se promener quand on a une date limite, ça ressemble furieusement à une excuse pour procrastiner, non? Ça peut ressembler à de la fuite, c'est vrai. Mais c'est une phase vitale. L'incubation fonctionne ainsi. On rassemble frénétiquement toutes les informations possibles, ses connaissances générales et spécifiques. On lit tout, on regarde les concurrents, On s'imprègne. Une fois que le conscient est saturé, il faut tout arrêter. on ferme l'ordinateur. On va se promener, on prend une douche. Neurologiquement, ça permet au réseau du mode par défaut du cerveau de s'activer. Le subconscient prend le relais. Il trie les données. Il trie silencieusement, crée des associations inattendues et fait émerger la grande idée. Ce n'est pas de la paresse. C'est laisser la biologie faire son travail. Exactement. Une autre leçon pratique, qui s'avère foudroyante, concerne ce qu'on essaye de vendre. Il faut toujours vendre la guérison, jamais la prévention. C'est cynique, mais très juste. Il explique qu'il est presque impossible de vendre une pilule préventive à 20 $, même si ça évite des problèmes graves à l'avenir. Le cerveau a du mal à évaluer un danger lointain. Mais une fois que le problème est là, Que la douleur est aiguë, il devient incroyablement facile de vendre le remède à 1 000 $.
L'urgence modifie totalement la perception de la valeur. C'est la différence entre vendre une vitamine et vendre un aspirine. On achète l'aspirine tout de suite quand on a la migraine. Il faut donc toujours se concentrer sur la résolution immédiate d'une douleur existante. Et une fois cette grande idée de guérison trouvée, on passe à l'écriture. Là encore, le premier jet ne doit surtout pas chercher à être parfait. Ça doit être une explosion émotionnelle. On jette tout sur le papier, vite, sans filtre, sans se soucier de la grammaire ou de la longueur des phrases. Ce n'est qu'ensuite qu'intervient le véritable métier, le processus d'édition. Un processus d'édition totalement impitoyable. Il donne l'exemple d'un texte pour une balance de salle de bain. Son premier jet faisait 66 mots. C'était lourd. Après l'édition, le texte passe à 43 mots. Il a amputé près d'un tiers du texte, supprimé le superflu, les adverbes inutiles, mais il a gardé l'impact émotionnel intact. L'objectif, c'est de réduire le texte à son essence absolue, pour que chaque mot propulse la lecture vers l'avant, sans friction. Pour ne pas freiner la glissade sur le toboggan. Et pour que cette glissade soit agréable, le ton est crucial, la communication de moi à toi. Écrire comme on parlerait à un ami. Le texte doit paraître intensément personnel, parce que l'être humain achète d'abord sur la base d'une émotion. C'est le cœur qui dit oui en premier. La logique ne vient qu'ensuite, pour justifier l'achat. Les caractéristiques techniques ne sont là que pour rassurer la partie rationnelle du cerveau. Quand on rassemble toutes ces pièces, l'honnêteté, la complexité, l'incubation, on réalise la véritable profondeur de ce livre. C'est bien plus qu'un guide technique. C'est un véritable traité sur les comportements humains. Il décortique nos peurs, nos désirs, notre besoin d'appartenance, notre curiosité face au mystère. Et nos réactions face à l'urgence. Surtout, il enseigne comment créer une connexion authentique et intègre avec un parfait inconnu. Et il faut bien garder à l'esprit que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de la méthode complète de Sugarman ici. Il y a tellement plus. Le livre regorge de déclencheurs psychologiques et d'analyses de textes réels. Pour toute personne curieuse de comprendre comment les mots façonnent nos désirs, plonger dans ces pages est une expérience extrêmement enrichissante. Ça transforme radicalement la façon dont on analyse les messages qui nous entourent. Définitivement. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse quand on y pense, sachant qu'il existe des architectes de la persuasion qui conçoivent ces toboggans glissants invisibles dans les publicités, les emails, les sites web. Chacun peut se poser la question, parmi tous nos choix de consommation, quelles sont les décisions que nous prenons réellement de notre plein gré avec un esprit indépendant ? Très bonne question. Et quelles sont celles où nous sommes sans même nous en rendre compte déjà en train de glisser à toute vitesse sur le toboggan soigneusement ciré de quelqu'un d'autre ? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Ce sera le mot de la fin pour cette exploration approfondie. À très bientôt pour une nouvelle analyse.